Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, félicitations du président à son homologue égyptien pour la fête nationale égyptienne. Toujours dans l'actualité nationale, le Doralé multipurpose. Un port a établi un nouveau record standard dans le domaine du déchargement des marchandises en vrac. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Espagne, plus de 37 millions d'électeurs se rendent aux urnes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a adressé aujourd'hui un télégramme de félicitations à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président a déclaré que je forme le vœu davantage de bien-être, de développement et de prospérité à l'ensemble du peuple frère d'Égypte, a écrit le président Guelleh dans le message envoyé à M. Abdel Fattah al-Sisi. Le peuple, le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur égyptienne, a noté le chef de l'État dans le même document. Puissance démographique et culturelle, la République d'Arabe Égypte force l'estime à travers son mérite continu de confrère à la nation arabe tout entière, une source intarissable de rayonnement, a par ailleurs souligné le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux à tous les Égyptiens et à toutes les Égyptiennes. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi en marge des activités de la deuxième journée de l'Egypt Mining Forum 2023. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Gueidi, a rencontré le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, M. Tarek El Molla. D'emblée, le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, El Molla, a remercié le ministre djiboutien d'avoir répondu à son invitation et de sa participation à la deuxième édition du forum sur les mines au Caire, en Égypte. Le ministre Younis Ali Gueidi a remercié à son tour son homologue pour son invitation et l'a félicité par la même occasion du bon déroulement des travaux de ces forums miniers. Il a également souligné la volonté du gouvernement égyptien de faire du vecteur minier un vecteur de développement économique et social. En outre, le ministre a sollicité de mettre en place des bases de coopération solides dans le domaine des mines du pétrole afin de bénéficier de l'expertise égyptienne. Le ministre Younis Ali Gueidi a également invité son homologue égyptien à se rendre à Djibouti pour s'informer sur les opportunités de coopération entre les deux pays. Le ministre égyptien El Molla a indiqué qu'il était disposé à préparer un nouveau protocole d'accord entre les deux ministères dans le domaine des mines et du pétrole. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Doralé multipurpose port qui a établi un nouveau record standard dans le domaine du déchargement et la livraison des marchandises en vrac en réalisant un exploit sans précédent. Les opérations du port ont effectué vendredi dernier un déchargement record de 20 284 tonnes métriques, marquant ainsi une première pour l'établissement. Cette prouesse témoigne de la persévérance, de la compétence et de la compétitivité et du professionnalisme exceptionnel des employés du DMP. Dirigé par le directeur général Jamal Ibrahim Dalal, le port d'IMP s'est imposé comme un fleuron de l'économie djiboutienne grâce à ses infrastructures de déchargement de dernière génération qui lui permettent de décharger les navires à une vitesse époustouflante de 3000 tonnes par heure. Le port se distingue également par ses lignes d'ensachage spéciales conçues pour les grains et les engrais, facilitant ainsi le processus de déchargement et chargement des marchandises. En effet, ce partenariat fructueux entre Djibouti et l'Éthiopie a été un facteur clé de la hausse de la productivité portuaire. Environ 454 camions d'engrais sont livrés chaque jour à destination de l'Éthiopie pour optimiser le transport de 2 trains acheminant à chaque voyage un chargement équivalent à 74 camions chacun, permettant ainsi un flux continu et rapide des marchandises vers l'Éthiopie par les voies ferroviaires. La délégation éthiopienne a témoigné de son admiration envers le professionnalisme exemplaire des employés du port. Le succès du Doralé multipurpose port a grandement contribué à la rayonnement de Djibouti au niveau régional et même international. Les réalisations impressionnantes du port en matière de productivité et de performance de déchargement ont attiré l'attention des acteurs économiques de la région, consolidant ainsi la position de Djibouti en tant que pivot essentiel du commerce maritime en Afrique. Eh bien, le directeur général du DMP s'est félicité des résultats exceptionnels obtenus et a tenu à adresser sa reconnaissance aux cadres et aux employés du port. Ces remarquables résultats ne seraient pas réalisables sans l'effort combiné, a-t-il dit, du PLS, des opérations de maintenance ainsi que du SDTV, de la MTS, du SL et la contribution de la douane djiboutienne.
Tout à fait autre chose, la protection civile de Djibouti a entrepris des exercices de simulation de lutte contre l'incendie au marché Riyad de la capitale. Cet exercice de simulation s'inscrit dans le cadre de la montée des chaleurs record avec le Khamsin favorable pour l'incendie. Comme dans le reste du monde, Djibouti connaît durant cette période d'été une augmentation spectaculaire de la température qui frôle les 40 degrés et les 43 degrés Celsius selon le service de la météorologie. Chaque semaine, la protection civile est confrontée à des incendies d'ampleur dans le banlieue de Balbala et dans Djibouti, ville difficile à maîtriser à cause de cette forte chaleur. Les conséquences sociales de cet incendie sont énormes pour la population qui perd maison et biens suivant avec ces dernières. L'objectif de cet exercice de simulation contre l'incendie permet à la protection civile d'affiner les techniques et leurs stratégies de coordination dans la mobilisation contre le feu. Il y a des exercices de simulation au marché de Riyad. La plupart du temps, nous recevons vraiment de faits à l'intérieur des marchés Riyad. C'est un endroit vraiment, il n'y a pas d'accès. Il y a des véhicules éthiopiens, il y a des véhicules civils, il y a le Bado, il y a tout le monde. Il n'y a pas l'accès pour l'entrée, les véhicules de fait. Pour ça, nous avons établi, c'est un établissement recevant public. Pour ça, nous avons fait un exercice de simulation. Nous avons engagé le moyen matériel et le moyen humain. Ces derniers temps, il fait chaud, il y a beaucoup d'incendies à cause des chaleurs, à cause des feux électriques. Il y a beaucoup de causes. Pour éviter ça, nous avons fait des exercices de simulation sans informer la population. Nous avons fait avec la police. Il y avait la police qui assurait la sécurité, le cordon de sécurité, et la protection civile qui a fait l'évacuation de plusieurs victimes et l'extinction du feu et surtout protéger. De l'autre côté, il y avait une station de carburant qui était là et on a protégé parce qu'il y a beaucoup de vent, la direction du vent change. Pour ça, nous avons fait un exercice de simulation. Eh bien, en cette période de canicule, les régions côtières sont durement touchées par le Khamsin, un vent chaud et sec qui souffle du désert, provoquant des vagues agitées en mer. Cette situation rend l'exercice de la pêche extrêmement difficile pour les pêcheurs de la région. Les conséquences de ces conditions climatiques sont nombreuses et impactent à la fois les pêcheurs et les consommateurs de poissons. Notre équipe s'est rendue ce matin du côté de la pêcherie locale pour recueillir les réactions des acteurs concernés. Madame Nim'o Aden, également connue sous le surnom de Macho, est commissionnaire pour la vente des poissons dans la région. Elle nous a expliqué en détail la situation actuelle et ses conséquences sur l'activité des pêcheurs et la disponibilité des poissons. Selon Madame Nim'o, les pêcheurs sont actuellement confrontés à des défis considérables. Les vagues agitées et imprévisibles rendent la mer très difficile, la sortie en bateau dangereuse et périlleuse. De nombreux pêcheurs préfèrent donc rester à quai car leur sécurité est primordiale. Cela entraîne, dit-il, une baisse significative de l'approvisionnement en poissons frais, rendant la pêche difficilement rentable. En conséquence, les poissons sont devenus moins accessibles pour Mme Nim'o Aden et les autres commerçants de poissons de la région. Les quantités disponibles sur le marché sont réduites et les prix augmentent en raison de la rareté de l'offre. Pour les consommateurs, cela signifie également une difficulté accrue à se procurer des poissons frais à des prix abordables. Il convient donc qu'en Khamsin, les éléments de la garde-côte contrôlent toute sortie en mer. Direction le sud, où le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, accompagné de sa préfète adjoint, Saïd Ouaberi Assoué, du doyen des députés Abdi Kherebouh, des jeunes députés Hassan Omar Absiye et de Mme Filsen Abdillah Miguel, du vice-président et président par intérim du conseil régional, M. Nouh Saïd Geldon, du directeur général de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absiye Warsama, Abraham Meidan Kidani, ainsi que des personnalités civiles et militaires continuent sa tournée de contact avec les populations des localités de la région. Il s'est rendu à la localité frontalière de Guelilé, de la localité rurale de Doudoub Alalé,
Sachant que le préfet, en tant que représentant de l'État, joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une relation étroite entre les institutions étatiques et les communautés locales. Au cours de cette visite, le préfet, comme sa tournée de prise de contact, a chaque fois mis en évidence son engagement envers le développement local. Arrivé tout bord à Guililé, le préfet et membre de sa délégation était accueilli par le chef de village et le chef de la police du poste frontalier et de la police nationale, le responsable de la brigade des douanes et par la population locale avec enthousiasme. À peine accueillis, les visiteurs de marque ont fait immersion dans le bureau des visas et des polices, dans le bureau des chefs brigadiers des douaniers et dans le bureau de contrôle du vaccin contre la fièvre jaune du ministère de la Santé. Dans chaque entité visitée, le préfet et ses accompagnateurs ont pu discuter des employés, des bureaux et des moyens de procession de leur mission et des difficultés rentrées. Peu après, le chef de la préfecture et le vice-président du conseil régional et président par intérim et les députés ont dialogué avec les porte-voix des habitants de Galilée. Au cours de cette rencontre, les échanges cordiaux et les discussions frontales ont permis au préfet de mieux comprendre les besoins et les aspirations des communautés locales. Avant de quitter Galilée, le préfet a pris le temps de visiter le site de contrôle du Covid-19, à quelques encablures de la sortie de la ligne frontalière avec l'Éthiopie voisine. Sur place, il a pu constater de visu les efforts déployés par les professionnels du ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie. Le préfet a salué le travail acharné du personnel médical et a exprimé sa reconnaissance pour le dévouement envers la santé. En quittant cette localité frontalière, le convoi du préfet a mis cap vers la zone rurale de Doudou-Alalé, située de la part d'autre de la route numéro 1, toute proche de Grand Baray et à une dizaine de kilomètres du chef-lieu. À cet endroit, l'accueil du préfet et des accompagnateurs a été chaleureux et populaire comme tout autre lieu visité. Au micro, des porte-voix des habitants du secteur ont fait savoir au préfet que leur localité est naissante, qu'elle a besoin d'un soutien particulier et constant pour devenir un village. Le préfet a écouté attentivement les préoccupations des citoyens à l'issue des pourparlers de proximité avec les habitants du secteur. Les représentants de la Fédération de football de la région d'Ali Sébié, Djibril Omar Houch, a remis des équipements sportifs complets de footballeurs aux équipes de jeunes de Doudou Alalé. Les leaders de celles-ci ont exprimé leur joie et leur reconnaissance. Ils ont souligné l'importance et la pratique des activités sportives d'équipe qui permet de souder les jeunes locaux. Cette action favorisera, a-t-il dit, la cohésion sociale, mais encouragera également les jeunes à s'engager dans des activités saines et constructives. Eh bien, à l'issue de ces pourparlers de proximité avec les habitants du secteur, le préfet a indiqué que la portion de route allant de Doudou Alalé jusqu'au chef-lieu sera refaite complètement et que les travaux débuteront le courant de la deuxième mois de juillet. Dans ses réponses aux doléances populaires, le représentant du pouvoir public a été clair dans la mesure du possible. Il a aussi promis de faire remonter les doléances capitales aux autorités compétentes. On reste toujours à Ali Sébié où, dans le cadre des relations Djibouti-Somalie, une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des investissements somalien, M. Mahmoud Abdulrahman Cheikh, séjourne à Djibouti. Et c'est la journée d'hier que la délégation s'est rendue à Ali Sébié où ils ont effectué une visite de courtoisie au conseil régional d'Ali Sébié avec les responsables de la région. À son arrivée, le ministre de l'économie et des investissements somalien, M. Mahmoud Abdulrahman Cheikh, a été accueilli par la préfète adjointe, Mme Saïda Ouabri Assoué, les parlementaires, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs et Abdulrahman Awala Yassine, ainsi que le directeur général de la DDS. Les responsables de la région d'Ali Sébié a souhaité la bienvenue à la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et des investissements, M. Mahmoud Abdulrahman Cheikh Farah. Ensuite, la délégation somalienne, les responsables de la région d'Ali Sébié, en compagnie du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, ont visité les chantiers en cours. Il s'agit là d'une série d'échoppes, puis d'une crèche, ainsi qu'un laboratoire régional pour les bâtiments. Ce projet, rappelons-le, est exécuté par la DDS. Eh bien, après le chef-lieu, la délégation s'est rendue à la localité d'Ali Adé, où un accueil grandiose a été réservé à la délégation somalienne par la population haute.
À l'arrivée, le sous-préfet Sha'ban Daher et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et des femmes de cette localité ont accueilli la délégation. Ensuite, la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et des investissements se sont ainsi entretenus avec les réfugiés somaliens. Ces derniers ont tous exprimé leur nostalgie de leur pays natal en voyant ses frères. Le sous-préfet de Ali Adé et le chef du village ont tous souhaité la bienvenue à la délégation somalienne. Eh bien, le ministre somalien Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah a d'emblée remercié la population de Ali Adé pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations fraternelles historiques entre les deux pays et les deux peuples frères. Louant le rôle joué par la diplomate djiboutienne dirigée par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, dans la Corne de l'Afrique, il a tenu à relayer la situation chaleureuse du président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud. Il a annoncé à ses interlocuteurs qu'il est venu à Ali Adé afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Poursuivant, il a rappelé que les pays sont sur le bon chemin de retrouver son honneur d'antan et que son économie se remet continuellement. Et la lutte contre le terrorisme Al-Shabaab a permis de reconquérir des vastes territoires dans le centre du pays. Il a invité les populations hôtes à s'inscrire et à inscrire leurs enfants à l'école, et à ces enfants participeront à l'avenir aux efforts de reconstruction de notre nation, a-t-il enfin déclaré. En dernier, prenant la parole, le directeur général de la DS, M. Mahdi Mohamed Jama, a remercié la population de Ali Adé de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a rappelé dans son intervention les différents projets réalisés dans le cadre du projet Réponse au développement, au déplacement dans la Corne de l'Afrique à Ali Adé. En poursuivant, il a indiqué que les femmes de la localité d'Ali Adé sont en avance par rapport à d'autres femmes des différentes localités en matière de gestion des commerces en groupe par affinité. Il a affirmé dans son discours qu'à chaque fois, on cite la localité d'Ali Adé comme un exemple pour d'autres régions où ces projets ont été lancés. Aujourd'hui, ces femmes gèrent plus de 10 millions dans leur commerce, a-t-il déclaré. Enfin, le directeur général de la DS, M. Mahdi Mohamed Jama, a insisté de préserver cette continuité et de ne pas lâcher cette voie. On reste toujours dans le sud, mais cette fois-ci dans la région de l'Unité, où l'association djiboutienne de l'évaluation avec l'appui financier du PNUD a organisé avec succès la journée nationale de l'évaluation, un événement visant à promouvoir la culture et la pratique de l'évaluation à Djibouti. Cette année, marquant une nouvelle étape dans leur mission, l'ADE a décidé de localiser plutôt certaines activités de l'événement dans les régions de l'intérieur du pays. C'est ainsi que l'ADE s'est rendue hier dans la ville d'Ikil pour un atelier sur l'évaluation de l'action publique. De leur arrivée, le président de l'ADE, M. Hassan Gouda Saïd, accompagné de son équipe, a été chaleureusement accueilli par la préfecture, par le préfet de la région, Hassan Abdi Broble, du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, du vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou, ainsi que le secrétaire général du conseil régional, Abdallah Mohamed Hassan. Cette première réunion avait pour objectif de faciliter la prise de contact et de présenter les enjeux de l'atelier. Puis après, l'atelier a été animé par le président de l'association djiboutienne de l'évaluation, Hassan Gouda Saïd, en collaboration avec Sharmaki Idriss et de Suleiman, membre de l'association organisatrice. La rencontre a également vu la participation du président du conseil régional, son vice-président, du secrétaire général du conseil, des élus locaux, des structures associatives de la région, des représentants de la préfecture. Au total, 30 personnes ont pris part à cet atelier enrichissant. L'objectif principal de cette journée était de sensibiliser et d'informer les acteurs clés de la région, tels que les élus locaux, les structures associatives, sur l'importance de la fonction évaluative
dans l'action publique. Tout au long de l'atelier, les participants ont eu l'opportunité d'étudier et de discuter de la manière dont l'évaluation peut être un outil puissant pour améliorer l'efficacité des politiques publiques et des programmes. Eh bien, l'association djiboutienne de l'évaluation a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion de la culture évaluative dans le pays. Et ces derniers ateliers dans la région de l'intérieur montrent la volonté de l'association de toucher un public plus large et inclure toutes les parties prenantes dans cette démarche. Écoutons le président de l'association à ce sujet. Je voudrais vraiment remercier tous les participants ici présents, les membres des conseils régionaux, et également les associations de la région de Dikil pour avoir se mobilisé le jour de week-end, un samedi, et répondre à notre invitation et à l'invitation du président du conseil régional. À mon nom et au nom de l'association djiboutienne de l'évaluation, je voudrais sincèrement présenter notre remerciement à votre endroit et avec un accent particulier en tout cas au président du conseil régional plutôt, et également les préfets adjoints qui ont pu mobiliser tous ces participants ces jours de week-end. Aujourd'hui, on est là pas pour donner en tout cas une formation proprement dit sur l'évaluation, mais c'est juste une prise de conscience et une sensibilisation sur l'évaluation et l'évaluation dans l'action publique et surtout l'utilité de l'évaluation dans toutes les actions publiques. Et ça, je pense que les acteurs ici présents savent, en tout cas, je pense qu'ils savent déjà l'importance de l'évaluation pour toute action publique. Donc, cette promotion, en tout cas, de l'évaluation, nous avons commencé depuis 2016, notre association qui sera tout à l'heure présentée par mon collègue Suleiman. Et c'est une culture, en tout cas, qui devrait être de façon automatique appliquée dans toutes les actions que la société, la force vive de la société mène pour l'intérêt public ou de leur communauté au niveau local, quoi. Régional à présent, où le 16e édition de la Foire internationale du livre de Hargeisa a débuté samedi dernier, marquant le lancement d'un événement culturel majeur dans la région. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au centre culturel de Hargeisa, où les stands d'exposition ont été inaugurés en présence d'officiels et d'invités venus de 15 pays participants. Cette année, la Foire du livre a choisi comme thème central la résilience, mettant ainsi en avant la capacité des populations à surmonter les défis et à se relever face à l'adversité. Un choix de thème particulièrement pertinent et significatif pour la région qui a souvent été confrontée à des défis socio-économiques et politiques. Le pays à l'honneur lors de cette édition a été le Maroc, offrant ainsi une occasion unique de mettre en valeur la richesse de sa littérature, de sa culture et de ses traditions. Cela a permis également de favoriser les échanges culturels et littéraires entre les différents pays participants. Parmi les participants incontournables de cette foire du livre se trouve Djibouti, qui contribue avec une délégation d'impressionnantes d'illustres auteurs, éditeurs et artistes. L'objectif de cette forte présence est de promouvoir la culture et la littérature djiboutienne et de faire découvrir à un public plus large et d'établir des liens avec d'autres acteurs du monde littéraire. Le grand stand réservé à Djibouti est un véritable reflet de la diversité culturelle du pays. On y trouve une variété de livres allant de la classique aux œuvres contemporaines, des bandes dessinées, des dessins et des toiles de peinture, ainsi que de nombreux autres articles artistiques et culturels. Cette exposition a permis aux visiteurs de plonger au cœur de la riche créativité de Djibouti et à mieux comprendre son identité culturelle. Au-delà de la simple exposition de foire du livre de Hargeisa a offert également un espace propice aux échanges et aux débats et aux rencontres entre les différents acteurs du monde du livre et de la culture. C'est une occasion pour les auteurs, éditeurs, artistiques et artistes et autres professionnels du secteur de se connecter à des partages, leurs idées et de discuter des défis et des opportunités de l'industrie littéraire dans la région.
Eh bien, il convient de noter que cette foire internationale du livre à Hargeisa s'affirme ainsi comme un événement culturel majeur, contribuant à la promotion du livre et à la littérature dans la région de la Corne d'Afrique. À ce sujet, écoutons-la. De représenter la République de Djibouti avec une vaste délégation d'artistes, de poètes, d'écrivains, d'illustrateurs. Donc d'être présent et de pouvoir participer à la 16e édition de ce salon du livre. Et pour moi, c'est beaucoup plus qu'un salon du livre, ce qui se passe à Hargeisa. Donc nous sommes venus sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et nous avons aujourd'hui le bonheur de pouvoir représenter la République de Djibouti avec une panoplie non seulement de personnes qui représentent tous les, tous les arts, mais également et en particulier une artiste peintre qui est là et qui aura probablement l'occasion de se présenter au bar. Pour ma part, je représente les éditions Le Francolin qui maintenant, depuis quelques années, mettent en avant et promeuvent les écrivains djiboutiens, quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent. Nous avons aujourd'hui le bonheur donc, de mettre le focus sur le dernier ouvrage de l'ambassadeur Araita qui a exercé une quinzaine d'années au Japon. Mais nous avons aussi le bonheur et la particularité, je pense que nous sommes le seul stand à pouvoir présenter non seulement des ouvrages en langue somali qui viennent bien sûr de Hargeisa, mais qui viennent également de la Norvège, de la Suède, de l'Éthiopie. Nous avons également, et nous sommes les seuls, à pouvoir présenter des ouvrages en langue somali, en afar, en anglais, en arabe, et bien sûr, une partie de la production des éditions Le Francolin qu'on ne présente plus aujourd'hui. Vous venez d'entendre la directrice de la maison d'édition, de Victor Hugo. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Espagne se rend aux urnes aujourd'hui afin de décider si elle renouvelle le mandat du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, ou si, comme tous les sondages, le président, elle ramène au pouvoir la droite et sans doute avec elle l'extrême droite. À l'approche des élections européennes 2024, le basculement à droite de la quatrième économie de la zone euro, après celui de l'Italie l'an dernier, constituerait un coup de tonnerre pour les gauches européennes. Cela serait d'autant plus symbolique que l'Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. En raison des vacances, près de 2,5 millions d'électeurs, sur un total de quelques 3,7 millions inscrits ont voté par correspondance, soit un nombre record, a annoncé samedi la Poste espagnole. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.